Bonjour tout le monde. Dans ce 14e épisode en Python, nous allons parler de décorateur. C'est un des concepts d'ailleurs assez avancés du langage Python, hein. C'est pas forcément quelque chose qu'on aborde, on va dire, très tôt dans l'apprentissage du langage, mais au niveau de ce cours, j'essaie de vous présenter un petit peu les choses, on va dire, naturellement en termes de progression. Et comme vous avez vu les fonctions il n'y a pas si longtemps, hein, un petit peu avant la gestion d'erreurs, je trouve intéressant de l'aborder maintenant puisque c'est très rattaché finalement à l'utilisation de fonctions en programmation et dans le langage Python. Vous savez, petit rappel, hein, que tout ce qui peut être manipulé, hein, en Python comme étant une valeur, d'accord, tout ce qui peut être une valeur est un objet en Python et les fonctions en font partie, hein, font partie justement des différents objets du langage. C'est pour ça qu'on peut par exemple faire ce genre de choses. Je peux marquer ici définir une fonction qui va dire bonjour et rien ne m'empêche. Alors avec un appel simple, bien sûr, on aurait ceci. D'accord, classique. Et je peux, sans problème avec le langage Python, faire ça, affecter la fonction hello et ensuite appeler celle-ci. Et bien évidemment, si je refais un appel, on observe exactement le même résultat. C'est parce que une fonction peut être manipulée comme une valeur en Python, c'est un objet que l'on peut faire ce genre de choses-là. Ça, c'est le premier point, petit rappel qu'on a eu. Un autre rappel également sur les fonctions de rappel. Voilà, donc un rappel sur les fonctions de rappel, c'était pas voulu, mais voilà. Donc je vais faire par exemple quelque chose comme ceci. Exec, donc exécuter une fonction. Je vais appeler ça comme ceci. On va mettre print avant exécution. Donc bon, exemple, hein, très simple, hein, rien de compliqué, mais c'est que vous voyez un petit peu le principe, même si je ne fais que le rappeler, puisqu'on l'a déjà abordé sur la vidéo concernant les fonctions. Mais c'est pour montrer un petit peu ce que l'on avait. Donc ici, le but, c'était d'avoir une fonction qui prend en paramètre une autre fonction, et c'est également quelque chose que l'on peut faire dans ce langage. Donc là, par exemple, je vais réécrire ma fonction hello, je n'étais pas obligé de l'enlever. Voilà. Et ensuite, je peux appeler execfunc et je lui passe en argument la fonction hello. Et comme on l'a tout à l'heure affecté à une autre variable, ce qui a permis par exemple de l'appeler avec un autre nom, je peux parfaitement passer ici en argument. Et ici, lors de l'exécution, on voit bien qu'on a cette partie, on a cette partie-là, et ensuite la suite, puisqu'on a fait un appel de notre fonction qui est passé ici en paramètre dans cette fonction définie. Donc des petites choses qu'on a vues, mais si c'est pas encore clair à ce stade, hein, je vous invite bien sûr à aller revoir la vidéo sur les fonctions, hein, donc l'épisode en question, pour bien que ce soit clair, parce que les décorateurs vont utiliser un petit peu ce système-là, comme on va le voir, le fait d'englober, et je vais vous expliquer ce qu'il en est. On va enlever ce code, voilà. Un décorateur, il va nous permettre, donc c'est une fonction déjà, voilà, précisons, un décorateur va être une fonction qui va envelopper, d'accord, comme une surcouche en fait, une autre fonction. Ça va avoir pour rôle de pouvoir modifier le comportement de celle-ci, donc dit de la fonction décorée, et sans modifier le code de la fonction d'origine. Donc la fonction qui est décorée ne va pas changer en termes de code, mais on va pouvoir modifier éventuellement son comportement en décorant d'une autre fonction, en utilisant un petit peu le système que j'ai pu vous montrer tout à l'heure comme rappel. Ça a le côté pratique de pouvoir déjà séparer les responsabilités dans une fonction. Je vous l'avais dit, hein, une fonction doit remplir une responsabilité, c'est-à-dire avoir un rôle. On ne voudrait pas une fonction, par exemple, qui calcule le montant d'une commande, de celle qui imprime le reçu, de celle qui passe la commande, de celle qui vérifie le stock ou je ne sais quoi. On veut une fonction pour chaque rôle. Et c'est un petit peu ça. Ça permet de garder et de respecter cette séparation des responsabilités et aussi de réutiliser le code, tout simplement. En écrivant un décorateur, vous pourrez ensuite le réutiliser dans plein d'autres parties de votre programme sans devoir répéter les différentes choses comme on va le voir très vite. Prenons un exemple très simple, je vais vous proposer deux exemples. Un exemple qui ne va pas utiliser d'argument, pardon, et un exemple qui va en utiliser. On verra peut-être un petit bonus aussi sur ce que propose nativement Python. Ça permettra comme ça que vous voyez ce qui peut être utilisé par exemple, alors, je ne vais pas dire forcément dans le milieu professionnel, mais on va dire dans des projets plus concrets, la manière dont on peut utiliser les décorateurs, parce que c'est vraiment une fonctionnalité de Python qui est très utilisée, pas souvent d'ailleurs très exploitée. Alors, il ne faut pas en abuser non plus, pas l'utiliser à tout bout de champ pour n'importe quoi, mais c'est pas forcément toujours exploité alors que ça a le mérite d'exister et que ça peut s'avérer utile. Petit exemple très simple. Je vais écrire une fonction ici, mettons, donc je vais reprendre les mêmes fonctions de tout à l'heure. Je vais en faire même plusieurs en fait. Ici. Donc une fonction, je vais y arriver. Écrire trop vite. Ma fonction hello de tout à l'heure. Et admettons une fonction qui renvoie la somme de deux nombres.
Donc on est vraiment sur des exemples à part. Je passe, hein, bien sûr, toute l'étape vérification d'erreurs, etc. Vous avez bien compris que c'est pas le but de ce genre de vidéo. On a vu tout ça maintenant, donc c'est à vous de faire le nécessaire, si bien sûr vous le voulez. Mais on a ici de petites fonctions. Ce que je veux pouvoir faire, sachant que je ne veux pas toucher à ces fonctions, c'est le principe, hein, au niveau des décorateurs, c'est qu'on ne va pas toucher aux fonctions qu'on prévoit éventuellement de décorer, comme je vais vous le montrer. On a nos deux fonctions ici, mais j'aimerais effectuer un certain nombre de traitements sur toutes les fonctions que je veux. On est d'accord que, par défaut, si je veux le faire, je serai obligé bien, d'appliquer les traitements que je veux faire sur cette fonction, si admettons je veux les appliquer à celle-ci, et si je veux les appliquer à celle-ci, je vais devoir à nouveau répéter voilà, les contrôles, les vérifications que je veux faire, donc de la répétition de code. En plus, on va mélanger peut-être justement plusieurs rôles, on va ajouter plusieurs rôles à la même fonction. Là, une fonction est censée juste afficher bonjour, on va commencer à faire de la gestion d'erreurs, ce genre de choses, donc on va peut-être mélanger pas mal de choses. Et ici, peut-être qu'aussi, on pourrait mélanger quelques responsabilités supplémentaires, ce qu'on ne veut pas faire, parce qu'on ne veut absolument pas toucher à ces exemples précis. Moi, l'exemple va être très simple. Ce que je veux faire, c'est juste d'indiquer dans le terminal que nous avons fait appel à une fonction. Voilà ce qu'on peut, un système de journalisation très très simple, puisque le but c'est de prendre un exemple simple ici que vous pourrez sans problème appliquer ensuite sur quelque chose d'un peu plus compliqué. Mais encore une fois, je ne veux pas m'amuser à répéter du code ici. Donc voilà comment je vais faire avec le principe, le concept de décorateur. Je vais créer une fonction, puisque je vous l'ai dit, un décorateur est une fonction. Je vais l'appeler logger. Ça va être important parce que ça va être le nom de notre décorateur. Donc attention de bien choisir un nom explicite qui a une bonne signification par rapport à ce que vous voulez vous utiliser et qui va prendre justement en paramètre la fonction en question, la fonction que nous allons décorer. Donc nous, l'objectif c'est de décorer celle-ci et éventuellement d'autres qu'on pourrait avoir dans un programme évidemment plus conséquent. On va faire ça comme ça. Ici, je vais, dans cette même fonction, définir directement une autre qui suit une certaine convention. Vous n'êtes évidemment pas obligé absolument de suivre ça. C'est-à-dire que votre code sera fonctionnel si vous ne respectez pas la convention, mais je vous la montre. Qui est, alors, on va utiliser donc wrapper, donc le nom de notre fonction ici, et on va lui passer directement, même si on n'a pas encore abordé, je vous l'avais montré rapidement lorsqu'on a vu les types de données, mais c'est des choses qu'on va voir plus en détail, notamment avec les dictionnaires plus tard. Donc pour le moment, vous ne savez pas exactement ce que ça signifie, donc ça va être de la répétition au niveau du code que je vous écris, mais vous comprendrez ça, en tout cas ce sera beaucoup plus clair pour la suite. Ça va simplement permettre en fait de pouvoir gérer différents arguments. C'est-à-dire qu'on va faire en sorte d'avoir, si vous voulez, une sorte de squelette pour notre décorateur, qui fait qu'ensuite il pourra être appliqué pour décorer n'importe quel type de fonction, peu importe qu'elle ait des arguments ou pas, et le nombre d'arguments qu'elle peut avoir. Voilà, comprenez-le comme ça, c'est pour avoir quelque chose qui est conventionnel, parce que ça fait partie de la convention, donc ce qui est recommandé par Python, au niveau de l'écriture de notre décorateur. Donc ici, pour les mots, les mots-clés, donc voilà, et c'est fait partie, voilà, ça utilise des dictionnaires, etc. Mais on verra tout ça plus tard dans le cours, donc pas de problème, ce sera abordé par la suite. Ça, c'est la convention. Ici, je vais utiliser donc, ce que je voulais faire, c'est-à-dire ma journalisation. C'est tout le principe ici de mon logger, donc mon journal ici, mon système de journalisation, où, comme je vous l'ai dit sur un exemple simple, je vais juste indiquer, voilà, appel de la fonction. Voilà. Et ici, on va appeler, donc ça va être func, puisque c'est ce qui est passé ici en paramètre. Et je vais utiliser, pareil, un attribut, mais on verra ces choses de toute façon là aussi plus tard. Donc c'est juste un double tiré du bas, name, et encore double tiré du bas. On abordera aussi ces petites choses-là, hein, ces termes-là qu'on retrouve avec des tirets avant et après. On l'a vu, rappelez-vous, au niveau des modules, hein, notamment quand on a vu la modularité, quand on démarre en fait un programme par un fichier en particulier. On avait déjà vu cette syntaxe, donc on l'abordera aussi plus tard, ne vous inquiétez pas. Et ici, je vais retourner l'appel à ma fonction. Vous voyez, c'est un peu ce que je vous ai remontré en rappel avec les fonctions de rappel, justement les fameuses callbacks. Donc c'est un petit peu ce principe-là. Et ici, je vais repasser ça. C'est tout le but aussi, hein, c'est que ce soit utilisé. Puisque là, par exemple, vous voyez qu'il n'y a pas de paramètres. Dans cette fonction définie, celle-ci, oui, il y en a deux. Et on pourra en avoir d'autres qui en ont 3, 4. Des paramètres optionnels, peu importe, bref. Donc cette convention permet de nous assurer que ça fonctionne partout. C'est vraiment le côté pratique ici par rapport à cette notation. Ensuite, parce que le but c'est que ici notre décorateur serve à quelque chose, on va retourner cette fonction, vous voyez, qui sert de surcouche. Donc directement, je fais un return de wrapper pour avoir cette partie. Donc là, c'est un exemple très court, très simple, conventionnel au niveau de Python, qui fonctionnera partout. Voilà, c'est le côté pratique ici. Et ce qui a été ajouté, vous voyez, c'est ça. La surcouche, c'est ça. C'est tout ce qui va être décoré. En plus de faire le code que fait chaque fonction déjà à l'origine, ceci va être fait avant son appel. Donc c'est ça, en fait, tout l'intérêt d'utiliser ce genre de système-là. Et comment on applique un décorateur à une fonction? Parce que ça, que si je fais ça, bon, je vais mettre ma fonction ici.
Voilà, ici, bon, je vais récupérer directement print. Je vais faire l'affichage de ça. Si j'exécute mon programme classique, un comportement de départ, ça affiche le message, ça affiche en tout cas avec le print la somme des deux entiers. Donc on n'a rien de remarqué, il n'y a pas eu d'appel de quoi que ce soit, bref, ça n'est pas utilisé. Et ici on va utiliser une syntaxe, alors il existe deux syntaxes, mais une syntaxe moins pratique, un peu comme je vous ai montré tout à l'heure, hein, avec l'affectation par exemple d'une fonction à une autre, pour changer de nom. Nous on va utiliser la syntaxe qui utilise l'arrobase parce qu'elle est beaucoup plus utilisée, et beaucoup plus pratique, beaucoup plus courte, donc on va directement utiliser celle-ci. C'est l'arrobase, et vous spécifiez bien le nom de votre décorateur. Donc nous c'est logger. Là, en faisant ça, vous décorez la fonction hello avec le décorateur logger, tout simplement. Et comme je veux le faire pour les deux, on va l'appliquer sur les deux. Donc ça veut dire que c'est juste ça. Ça, vous l'écrivez une seule et unique fois, c'est votre décorateur, et après, c'est du code réutilisable. Comme pour les fonctions, ce que vous avez appris à faire avec les fonctions précédemment, une fois que ce décorateur existe, vous n'aurez juste qu'à écrire ceci avant la définition d'une fonction pour la décorer entièrement. Donc c'est très simple, très rapide à faire, et ça permet de changer le comportement sans, comme vous le voyez, toucher au code source de la fonction elle-même de sa définition. Réexécutons cette fois-ci le programme pour voir ce qui a changé, et voilà ce que nous avons. On a bien effectivement, avant chaque appel de fonction, une journalisation de celle-ci, même si c'est quelque chose de très simple, parce que ça ne fait qu'afficher un texte en console qui est voilà, l'appel à quelle fonction, donc le nom de la fonction qui vient d'être appelée, tout simplement, mais c'est fonctionnel par rapport à ce qu'on a voulu produire. Donc à ce stade, vous voyez maintenant ce qu'est un décorateur, vous savez en tout cas ce que c'est, et vous savez notamment définir un décorateur en Python, qui ici n'utilise pas d'argument, mais je vais expliquer ça très vite, puisque ici, nous avons juste un nom de décorateur et terminé. On va aller un peu plus loin, dans une autre possibilité de s'imaginer un peu à quoi ça peut servir. Alors ça pourrait servir par exemple dans du web, ou même dans des applications web, si par exemple vous voulez restreindre l'accès à une fonctionnalité à un utilisateur connecté, voire même à un administrateur. On pourrait très bien imaginer que nous avons des fonctionnalités écrites, et ensuite on crée un décorateur qui indique par exemple, ou qui nécessite que l'utilisateur soit connecté, ou qui vérifie que le rang de l'utilisateur c'est administrateur, ou n'importe quel rang qui a des accès suffisants, ce qui fait qu'ensuite vous n'avez plus qu'à décorer les fonctionnalités que vous voulez, et ça permettra de restreindre celle-ci, encore une fois, sans toucher au code par exemple, qui permettrait de modifier un profil, supprimer un article de blog, ce genre de choses. Vous comprenez un petit peu le principe. Je vais vous montrer un autre exemple, parce que bon, souvent ça c'est des exemples qui sont très souvent pris sur tout ce qui est application web au niveau des droits, etc. Je vais prendre un autre exemple sur un cas de limite d'usage de fonction. Vous allez voir un petit peu. Imaginons que nous avons des fonctionnalités, par exemple réservées à des abonnés, à des gens qui ont une offre premium, VIP, peu importe, mais on veut permettre aux personnes donc, qui sont sur une offre gratuite de pouvoir essayer de manière limitée ces fonctionnalités. Par exemple, de se dire, voilà, j'ai créé une application pour tout un tas de traitements sur des documents PDF, et je veux, bon, si on veut faire de la fusion de documents PDF, ça c'est en gratuit, les gens peuvent l'utiliser en illimité, il n'y a pas de problème. Par contre, pour la compression PDF, qu'on utilise peut-être un peu plus de ressources ou autre, on veut limiter pour les comptes gratuits à 3 documents qui peuvent être compressés avant de nécessiter voilà, une offre payante ou ce genre de choses. On pourrait imaginer tout à fait ce genre de choses-là, et je vais vous montrer un petit peu comment on peut le représenter. On va écrire nos deux, alors j'enlève tout, ce sera plus simple comme ça, plutôt que de reprendre du code, d'enlever des morceaux ou je ne sais pas quoi. On va laisser ici. Je vais créer mes deux fonctionnalités. Donc compression de PDF. Alors évidemment, c'est pas de la véritable compression, c'est juste des petits exemples ici. Avec un petit print. La compression d'un document. Hop. Comme ceci. Et une autre pour faire de la jointure, donc de la fusion par exemple de documents. Pareil, on imagine qu'on aurait une fonctionnalité fusion de documents ou plusieurs, peu importe, PDF, et on a ces deux choses-là. Comme ça, on va pouvoir l'appliquer un petit peu sur ce que l'on veut en fonction. Et ici, ça va être d'utiliser, de simuler le fait qu'on utiliserait plusieurs fois ces fonctionnalités. Par exemple, on va faire appel 5 fois à la fonctionnalité de fusion de documents et 5 fois la fonctionnalité de compression PDF pour voir un peu. Donc on va faire ça avec une petite boucle, petite révision comme ça, voilà, avec range. Et ici, on va juste faire appel à join et à compress. Comme ça, on a un appel 5 fois finalement à ces fonctionnalités par rapport à ce que je vous ai dit. Ça, c'est le code classique. Voilà, donc évidemment, si je fais un usage tel quel, voilà, ça fusionne, ça compresse 5 fois chaque fois, donc là, aucune limite, rien du tout. Et sans modifier encore une fois le code précisément de ça, encore une fois, il faut se projeter sur une véritable application, beaucoup plus développée, avec beaucoup plus de code, beaucoup plus de choses, de la modularité, etc. Imaginez, on ne va pas vouloir modifier ça, mais
on veut se dire attention, on veut restreindre l'usage de cette fonctionnalité de notre application un certain nombre de fois. De dire, on va pouvoir compresser un document 3 fois, ou compresser 5 documents, ou 10, avant d'indiquer un message pour proposer à la personne de passer à une offre payante, par exemple. Créons un décorateur, mais ici en travaillant avec des arguments. Le but, c'est de rendre fonctionnel ceci. De dire, ici je vais avoir un décorateur que je vais appeler par exemple limiter l'usage, voilà, limit use, et indiquer le nombre, la limitation que je vais appliquer sur ce truc précis. Par exemple, 3. Voilà. Lui, j'en mets pas. Et si un jour j'ai une autre fonctionnalité que je veux limiter à 10, et ben vous voyez ici, j'aurais juste à décorer de cette manière, mais en mettant 10 en argument ici, sans problème. Donc on peut comme ça après choisir une valeur qu'on veut en fonction de la limitation qu'on veut appliquer. Donc je le redis, un cas où aucune limitation appliquée, donc pas de décoration sur cette fonction. Par contre, on décore celle-ci de notre décorateur qu'on va tout juste écrire juste après, en indiquant qu'on veut limiter à 3 appels à cette fonctionnalité-là. Et c'est là que ça va être justement, que ça va faire toute la différence. Donc ici, je crée mon décorateur, mais avec une surcouche en plus. C'est-à-dire, avec le décorateur simple qu'on avait fait tout à l'heure, on va mettre tout ça, mais dans une autre fonction encore. Donc pour ça, il faut bien comprendre le principe des fonctions comme on l'a vu en Python, dans l'épisode dédié, parce que ce sont des fonctions dans des fonctions dans des fonctions. Donc il faut vraiment avoir bien compris ce principe, sinon vous allez très vite être perdu sur ce genre de vidéo. Comme je dis, les décorateurs, c'est quand même une fonctionnalité avancée de Python, donc il faut connaître un petit peu tout ça. Limiter l'usage, on voit qu'il faut, comme ici on passe un argument, c'est qu'il faut a priori un paramètre. Donc par exemple, le nombre d'utilisation, et je peux, c'est pas obligatoire, mais je peux me dire, si on met aucune valeur, admettons, eh bien on peut dire que c'est limité à 1, d'accord, en fonction de ce qu'on passera. Et comme ça, si on indique juste quelque chose sans valeur, eh bien ce sera 1 par défaut pour pas avoir une limitation qui finalement ne serait pas appliquée et serait telle qu'elle. Vous voyez, comme si nous n'avions pas décoré la fonction. Donc je vais juste mettre ça. Et ici, comme je ne veux pas mettre un nom particulier parce qu'on s'en fiche, c'est une fonction dans une fonction, donc celle-ci on va jamais faire référence à ce nom, donc généralement on s'embête pas trop, on appelle décorator et puis c'est tout, et on lui passe la fameuse fonction qu'il nous faut. Ici je vais utiliser une variable ici en tant qu'attribut, donc on va en fait mettre comme les fonctions sont des objets, même si on n'a pas encore abordé tout l'aspect programmation orientée objet, etc., c'est tout un chapitre qu'on verra un peu plus tard dans le cours, donc là, si vous ne comprenez pas, c'est normal, on n'a pas encore vu ces concepts, donc c'est parfaitement logique. Mais juste, nous allons noter le nom de notre fonction, donc nous c'est func au niveau du nom, tout simplement, pas la musique d'ailleurs, et une petite variable, donc ça vous connaissez par contre, number use, qu'on va initialiser à 0, parce qu'il n'y a pas eu de cas en fait d'usage qui ont été faits au départ. Et maintenant, on écrit notre dropper, un petit peu comme tout à l'heure, donc classique, ces deux arguments très importants qu'on abordera aussi plus tard, sur lesquels on reviendra, parce que c'est pas l'objet ici. Et on fait les tests qu'on veut. Donc les tests, c'est des choses que vous savez déjà faire. Je rappelle qu'on veut limiter un certain nombre d'usages. Donc c'est-à-dire que nous avons ici l'usage qu'on a indiqué, et ensuite, éventuellement, un certain nombre d'usages par rapport à une valeur qu'on veut. Donc on a ceci. Vous voyez le nombre d'usages qu'il y a eu avec la limite qu'on veut donner. Donc on n'a plus qu'à faire une simple condition. Si le nombre d'usages qu'on a est plus grand ou égal au maximum d'usages autorisés, d'accord, et bien dans ce cas-là, petit message, limite atteinte, je vais y arriver, en tant qu'utilisateur, en gratuit, c'est bizarre de dire comme ça, mais il y a des sites qui souvent emploient ce terme-là, utilisateur gratuit. Voilà. Il y a des utilisateurs qui sont payants et d'autres qui sont gratuits. Et ici, comme c'est un message d'erreur quand même, on va juste changer, c'est pas obligatoire, mais c'est pour faire ça un peu plus propre. Hop, on va importer le module 6 pour system, et voilà, pour indiquer qu'on lit, on affiche sur la sortie d'erreur standard, et pas la sortie standard tout simplement, même si encore une fois c'est pas obligatoire. Et on va rien retourner du tout. Voilà, simplement on affiche un message, on ne veut pas couper le programme, je ne suis pas en train d'interrompre le programme, son exécution, parce que c'est pas une erreur fatale. Juste on indique que la limite a été atteinte, merci de prendre une offre premium, VIP, peu importe, ce que vous voulez. Bref, on indique un petit message et on a ceci. S'il n'y a pas eu de problème, d'accord, si on n'est pas rentré en cette condition, c'est bon, c'est qu'on a encore droit à des essais, mais attention, on ne va pas oublier bien sûr d'incrémenter de 1. Sinon, on aura une boucle infinie, la personne va pouvoir avoir utilisé la fonctionnalité VIP autant de fois qu'elle veut, et ça n'aura pas tellement d'intérêt. Et ensuite, comme tout à l'heure, on return
l'appel à notre fonction, et moi je lui passe bien sûr à nouveau tous ces arguments pour être tranquille, être sûr que ça fonctionne dans tous les cas de figure. C'est le but. Voilà, si à tout moment ici on avait comment dire, des paramètres définis pour la fonction, ça marcherait, on n'aurait pas besoin de commencer à modifier ici avec cette syntaxe. Encore une fois, c'est la convention, c'est ce qui est recommandé, donc on est sûr de ne pas avoir de problème en utilisant celle-ci. À nouveau, comme tout à l'heure, return wrapper, ça ne change pas, mais cette fois-ci, il y a une surcouche, c'est ce que j'avais dit, c'était celle-ci, c'est de retourner le décorateur. Parce que si on ne le fait pas d'ailleurs, bon, vous aurez quelques petits problèmes. C'est pour ça que j'utilisais un nom générique décorateur, parce qu'en fait son nom on s'en fiche, pour être honnête, il est masqué dedans. Ce qui est intéressant pour nous, c'est ça. Voilà, c'est ce nom-là, parce que c'est le nom de notre décorateur final, et c'est ça qui est intéressant, parce que c'est ça qui documente notre code. Quand je vois ça, je sais, si c'est moi qui ai écrit ça, à quoi ça correspond. Et encore, bon là le terme n'est pas assez explicite. Si je faisais un vrai programme, j'utiliserais un nom beaucoup plus explicite pour savoir un petit peu à quoi ça correspond ici. Donc normalement, si j'ai pas fait de bêtises, on a tout limité. Vous voyez, j'ai juste donc ça. On devrait avoir limité les fonctionnalités par rapport à tout à l'heure. On va exécuter le programme. On a bien première fusion, première compression, deuxième compression, troisième compression, quatrième fusion, puisque je rappelle, la fusion n'est pas limitée, c'est une fonctionnalité qui est disponible en illimité pour tout le monde. Par contre, nous avons atteint les 3 compressions possibles, donc nous n'avons plus le droit et la limite a été atteinte. Cinquième fusion, ça marche toujours, ce que je vous l'ai dit, c'est en gratuit. Par contre, toujours pareil, la limite a été atteinte, donc à nouveau, c'est bloqué. Voilà. Donc comme ça, vous voyez un petit peu comment ça peut fonctionner. Donc vous voyez le principe du décorateur, comme je vous disais, qui est une fonction qui va changer le comportement d'une autre, donc celle qui est décorée, mais sans pour autant avoir modifié le code de la fonction qui est décorée. C'est tout le principe. Sinon, toutes ces vérifications, j'aurais dû l'écrire dans cette fonction, j'aurais dû l'écrire dans celle-ci, et éventuellement dans d'autres futures fonctions. Et vous voyez un petit peu finalement l'inconvénient que ça peut avoir en termes de le fait de répéter du code, le fait de mélanger, d'avoir une fonction qui fait plusieurs choses à la fois, ce qui est absolument pas recommandé. Donc là, on sépare tout ça. Et l'avantage c'est ça, c'est que demain, si je veux inventer une autre fonctionnalité, quoi que ce soit, ça peut être split, voilà, split PDF, et que pour une raison ou pour une autre, c'est un traitement qui est un peu coûteux qu'on veut limiter aussi, et bien pareil, voilà, je limite, et puis bon, il est quand même moins coûteux que la compression, je mets à 10, et c'est bon. Et j'aurai le droit de faire 10 séparations d'un document PDF en plusieurs, jusqu'à atteindre la limite, ici pour l'utilisateur gratuit. Donc je peux parfaitement utiliser ça, ça rend mon décorateur réutilisable, donc c'est une fonction réutilisable. Voilà, c'est un cas particulier, c'est pour ça que je voulais qu'on l'aborde maintenant, puisque vous aviez vu finalement quasiment tout ce qui était nécessaire à connaître, exception faite pour cela, on va l'aborder plus tard, pour utiliser les décorateurs maintenant. Et vu au moins très tôt dans le cours, ça vous permettra comme ça de prendre l'habitude de savoir qu'ils existent et pourquoi pas de vous en servir sans encore une fois tomber dans, mais c'est assez comme pour tout, dans l'exagération de vouloir mettre des décorateurs partout, c'est pas le but, mais au moins vous voyez un petit peu ce qu'il en est ici. Pour terminer, avant de voir des exemples de code, comme on le fait notamment sur Pandas, sur les différents épisodes, je vais vous montrer comment les décorateurs peuvent être utilisés au niveau natif. Au niveau de Python, il existe un outil pour faire cela, parce que généralement, on a besoin d'avoir cette possibilité d'utiliser des décorateurs, et il y a un principe, en tout cas une petite particularité que je ne vous ai pas expliqué. C'est-à-dire, alors je vais déjà retourner ici, je vais enlever ça, voilà, je vais enlever cette partie, je vais au moins la commenter au cas où. Voilà. Je vais faire ça. Afficher, donc pareil, vous ne savez pas forcément cette syntaxe, vous ne la connaissez pas à ce stade, mais c'est pas un problème du tout. Je vais noter déjà normalement, parce que je ne veux pas aller trop vite, il faut que je note ici des docstrings, donc quelques, on va dire, commentaires, notamment pour la documentation des différents éléments. Donc par exemple ici, je vais mettre compression d'un fichier pour réduire sa taille. Bon, docstring totalement inutile dans ce genre de cas, mais pour l'exemple ça suffira. Je vais l'écrire ici, même si je ne vais pas vous le montrer, mais c'est pas grave. Fusion. En un seul. Et ici, au niveau du wrapper, je vais mettre petite documentation aussi, avec limitation d'usage d'une fonctionnalité VIP, par exemple. Voilà. Dans un code, je ne voulais pas forcément aborder, parce que c'est des choses qu'on verra plus tard, il y a des attributs un peu particuliers, des méthodes spéciales également en Python, mais je pourrais afficher la documentation, donc c'est-à-dire la partie docstring d'une classe, comme on le verra plus tard, ou d'une fonction, comme je l'ai fait ici, avec cette syntaxe. Je note l'information, c'est-à-dire l'objet, parce que je vous dis tout est objet, donc je peux très bien dire compress PDF, c'est un objet, et ensuite avec un point, j'accède à tirer du bas, doc,
et ça va m'afficher l'éventuelle documentation. Donc c'est censé m'afficher ceci. Ok. Alors je vais faire ça. Hop. Je vais vous la rafficher, et là vous voyez on tombe sur ça. C'est un problème puisque nous n'avons plus la documentation de la fonction de compression, mais la documentation du décorateur. Ce qui est logique, parce que je vous ai dit en fait le décorateur il vient en surcouche de la fonction. Donc évidemment ici, comme cette fonction est décorée, et bien malheureusement quand on fait ce genre d'accès ici, à cette information-là, ce n'est pas la documentation ici que nous avons, cette docstring là, mais nous avons cette chaîne de documentation là, c'est-à-dire du décorateur. Parce que les métadonnées, donc toutes les données initiales sont perdues. Quand on utilise ce principe de décorateur, on perd finalement tout ce qui est à l'origine, et c'est un peu embêtant parce que si on veut accéder aux différentes informations, ou même d'autres, parce qu'il n'y a pas que celle-ci, je parle vraiment de toutes les métadonnées qui seraient propres à cette fonction, comme elle est décorée, on se retrouve finalement avec toutes les métadonnées de celle-ci. Et c'est peut-être pas ce que l'on veut par rapport à l'usage qu'on voudrait avoir du langage. Donc pour ça, Python a inventé un outil très simple. Il existe donc un décorateur natif de Python qui s'appelle Wraps, qui est dans un module qui est FuncTools. Je vais l'importer ici. FuncTools comme ceci, qui possède plein d'outils très pratiques au niveau de la programmation. Mais nous, on va en utiliser un seul qui est Wraps. Attention, l'usage va être très compliqué, vous allez voir. Et bien sûr, on ne lui passe si j'oublie un moitié, ça ne marche pas. Et en plus, comme j'ai juste importé le module, voilà. Donc, dans ce module, Wraps, parce que bien évidemment j'aurais pu bien sûr l'importer autrement pour en avoir noté que ça, vous l'avez vu, hein, on l'a vu dans la modularité sur la vidéo, mais voilà, c'est un décorateur, donc j'ai juste à décorer la fonction wrapper, vous ne trompez pas, c'est celle-ci, de toute façon c'est celle-ci, normalement vous mettez la docstring ici si vous voulez documenter, en passant bien sûr en argument la fonction, très important, et là c'est bon, on a permis de transmettre les métadonnées, et en tout cas de bien considérer les métadonnées de la fonction décorée. Donc si maintenant je fais ceci, cette fois-ci, ce n'est plus la docstring qui est affichée du décorateur, mais bien de la fonction en question. Vous voyez toute la différence que nous avons. Donc ça, c'est très utilisé. Et de toute façon, ça tombe bien parce que dans l'exemple de code que je vais vous montrer de Pandas, j'ai trouvé un exemple qui s'en servait, donc c'est parfait. Donc bien sûr, sur les projets conséquents, etc., plus concrets, c'est très souvent utilisé. Parce que c'est un décorateur natif, il y en a d'autres, mais il y a pas mal de décorateurs natifs au niveau de Python qu'on va aborder d'ailleurs dans ce cours, on va en voir beaucoup. Donc vous verrez très vite un petit peu l'usage et l'intérêt que ça peut avoir. Mais là, vous en avez un très bon exemple pour pouvoir, et bien comme ça, ne pas perdre en fait les métadonnées de la fonction qui peut être décorée. Comme ça, on a vu un petit peu tout ça. On va s'arrêter là pour les exemples. Je pense que je vous ai montré un exemple simple, sans argument, un exemple avec argument. S'il n'y a pas de façon d'autre manière de faire, c'est soit il n'y a pas d'argument, soit il y en a. Encore une fois, comme en plus vous avez une écriture ici conventionnelle, ça fonctionnera dans toutes les situations, donc c'est parfait. Et on a vu un petit peu comment récupérer nos petites métadonnées. Parce que ça, pareil, quand vous avancerez un petit peu plus ensuite dans ce que vous apprendrez au niveau de la programmation en Python, ce sont des petites choses que vous aurez besoin de faire. Donc c'est bien de savoir que ce module existe et que dans ce module, il y a ce décorateur Wraps qui permet de faire ce genre de choses-là. L'exemple de code, on peut terminer avec ça. Donc les exemples de code, on va aller ici, hop, vous en avez ici, donc là on a un cas particulier, c'est un décorateur de Python, c'est-à-dire ce n'est pas Pandas qui a inventé ce décorateur, c'est un décorateur qu'on verra d'ailleurs dans le cours pour des propriétés, donc quand on abordera notamment les classes, donc il s'appelle property tout simplement, qui permet de créer une propriété à partir de quelque chose. On abordera ça c'est un cas particulier aussi, cache read only, parce qu'on utilise beaucoup de décorateurs pour tout ce qui est mise en cache, pour tout ce qui est journalisation, donc les logs. On l'utilise aussi par exemple si on veut mesurer le temps d'exécution d'un traitement. Voilà, parce que vous n'allez pas faire ces calculs-là dans la fonction en elle-même, juste vous avez une fonction, et à tout moment, si vous voulez calculer le temps d'exécution d'un algorithme, vous le décorez de votre décorateur qui fait le comptage, et puis à la fin, vous avez le temps d'exécution. Vous voyez, ça vous donne comme ça encore un autre exemple d'utilisation bien pratique et concret des décorateurs comme nous l'avons vu dans cette vidéo. Autre cas, en 2, ici, donc on a ici, donc ça c'est pareil, alors c'est pas, il faut importer il y a un module en particulier à utiliser de Python, mais c'est pour créer des classes abstraites, on abordera notamment des méthodes abstraites comme c'est le cas ici, mais c'est des choses qu'on abordera aussi un peu plus tard. Mais c'est un cas de choses qui est utilisé en Python très souvent, qu'on a besoin de faire, donc là il y en a plein. Voilà, il y a beaucoup ici de méthodes qui sont décorées, on le verra par la suite. Donc des méthodes sont des fonctions, mais pour les classes, on l'abordera plus tard aussi. Et un troisième exemple, vous voyez, voilà, le petit exemple avec Wraps, ici. Donc on a ici un décorateur qui a été créé spécialement, donc Filter Special Cases, donc ça c'est créé par Pandas, qui est ensuite réutilisé ici. Voilà. Mais ils utilisent quand même Wraps pour ne pas perdre
l'éventuelle documentation, notamment les métadonnées, parce qu'encore une fois, il n'y a pas que la docstring, hein, c'est toutes les métadonnées en fait de la fonction qui est décorée. Et comme ça, bah, ici, s'ils veulent récupérer des informations de celle-ci, ce sont bien les métadonnées de cette fonction qui seront récupérées et non pas celles du décorateur. Donc là, on a un très bon exemple, hein. Voilà, le décorateur qui a été écrit en utilisant wraps et ensuite une fonction ici qui a été décorée de celui-ci. Donc je vais trouver un très bon exemple ici d'illustration de l'usage, hein, concret des décorateurs comme je vous l'ai montré dans cet épisode. S'il y a des questions, n'hésitez pas, encore une fois, c'est une vidéo très importante, je vous le dis, généralement c'est un concept qui est vu bien plus tard en programmation Python. Moi j'essaye de voir les choses assez rapidement et directement par rapport aux notions, dans l'ordre en tout cas des notions que j'aborde avec vous et que je vous enseigne. Donc sachant que vous avez vu les fonctions très rapidement, on a vu ensuite la gestion d'erreurs, donc je trouvais intéressant d'aborder les décorateurs dès maintenant que vous sachiez ce que c'est. Et pour la petite info, hein, dans les anciennes versions, hein, des vidéos, eh bien, les décorateurs étaient dans des tutos, donc ça faisait même pas partie du cours. Donc là, j'ai réintégré ça dans le cours parce que ça reste vraiment quelque chose d'essentiel. Donc je voulais vous le présenter rapidement. Si voilà, il y a des choses que vous n'avez pas compris, n'hésitez pas bien sûr à demander, hein, comme toujours, à vous exercer, à regarder un petit peu du côté des exercices également qui sont proposés, vous avez tout ce qu'il vous faut. Et nous, on se retrouve pour la suite, avec plein d'autres choses, hein. On va revenir beaucoup aussi sur les types de données, parce que là, on ne fait finalement que commencer, on a abordé les concepts, on va dire, élémentaires de la programmation. Maintenant, on arrive dans d'autres concepts, on va revenir sur les types de données en Python pour voir comment on les utilise et tous les outils et les fonctionnalités qu'ils proposent. Et après, on a encore pas mal de chapitres à voir ensemble, en tout cas sur ce cours, via, on va dire, une multitude d'épisodes. A bientôt, on se retrouve pour la suite.